Bonjour, excusez le retard, bienvenue à cette table ronde sur la singularité est-elle obsolète, je crois, pour résumer le titre, la singularité technologique, une inquiétude obsolète. Rapidement, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit singularité? On dit sur X temps infinique. Non, pardon. Quand on dit singularité technologique, on pense à la loi de Moore, ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire le fait que la puissance des microprocesseurs, pour le même coût, double tous les 2 ans, ou un truc comme ça, peut-être tous les 3 ans maintenant, je ne sais pas, et que ça a mené des gens à postuler que ça allait augmenter tellement vite qu'un jour allait apparaître une intelligence artificielle qui allait prendre la place de l'humanité pour ce qui est de toute innovation. En fait, plus précisément, c'est Vernor Vinge, qui est un auteur de science-fiction assez connu quand même, qui a écrit un article en 1993, donc ça date pas d'hier, qui expliquait toute cette histoire, qui a eu beaucoup de succès, et donc le concept a été repris par beaucoup de gens. Vernor Vinge s'était même aventuré à prédire qu'une intelligence artificielle autonome et dépassant l'humain apparaîtrait entre 2005 et 2030, et qu'à partir de là, toutes les inventions qui seraient faites, ça serait fait par l'intelligence artificielle et non pas par l'humanité. Bon, je crois qu'il est un peu revenu là-dessus avec le temps. Bon, il faut dire aussi que Vernor Vinge est un informaticien qui avait commencé comme mathématicien, mais qui a fait sa carrière comme professeur d'informatique, et bien sûr qui a écrit beaucoup de science-fiction. Et quand on lit son article, les références sont plus fréquentes à la science-fiction. Un de ses modèles, par exemple, c'est la musique du sang de Greg Bear, qui n'est pas du tout fondée sur l'informatique, mais sur la biologie. Et le langage qu'il utilise dans son article aussi est assez bourré de termes qui clairement sont de nature religieuse, évoquent, disons, la transcendance, de façon générale. Donc il faut peut-être un peu détechnologiser cette idée de départ. Il faut aussi se rendre compte que ça se référait à de la SF précédente. Par exemple, une idée qui vient avec la singularité, c'est celle du grey goo. Alors je ne sais pas comment on dit ça, la pâte grise peut-être en français. L'idée qu'on a une nuée de nanomachines tellement petites que ça paraît une pâte, et puis qu'est-ce qu'elles font les nanomachines? Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser tous les éléments de l'univers physique et surtout les métaux qui leur tombent sous les petites pattes pour se reproduire infiniment et indéfiniment et tout recouvrir et tout transformer en computronium ou je ne sais quoi. Quand on regarde la SF des années 50, il y avait déjà une histoire sans informatique du tout de Robert Sheckley, la clé laxienne, qui est tout à fait sur le même schéma. Donc voilà, il faut faire un peu la part des choses, mais on va parler de ce genre de choses, on va parler des questions qu'il y a autour, on va parler aussi du fait que peut-être, ça y est, cette inquiétude, on est en train de la dépasser, qu'on a des nouvelles manières de regarder, et on va parler, c'est surtout nos 3 remarquables participants qui vont parler, donc comment je prends de droite à gauche pour vous, de gauche à droite pour moi. Sylvie Lenné, qui est bien sûr l'auteur de science-fiction que vous connaissez tous, et si vous ne connaissez pas, vous avez tort, et vous devez acheter au moins ce recueil de nouvelles, par exemple le dernier paru, dans lequel il y a un texte, Opéra de Chaillak, qui a eu plein de prix. Et alors, bonne chance pour vous, à 14h, juste après la table ronde, elle sera dans la librairie en train de signer ses œuvres, donc si vous n'en possédez pas, vous les achetez, et c'est une librairie, ça tombe bien. Bon, hop, le tunnel publicitaire étant fini, on passe à Roland Lehoucq, qu'on ne présente plus, qui est le président du festival, qui est un astrophysicien, un vulgarisateur scientifique de première catégorie, quelqu'un qui connaît et qui aime la science-fiction et qu'on ne se lasse jamais d'écouter. Et enfin, Laurent Genefort, qui est un excellent auteur de SF avec une œuvre impressionnante. Je ne saurais pas tout dire parce que j'ai pas tout lu et puis que je me souviens même pas de ce que j'ai lu, mais par exemple la sphère creuse aux mâles géantes, c'est lui, et tout un tas d'autres œuvres parues chez divers éditeurs. Bien, alors, peut-être que j'ai parlé très peu de technologie. Est-ce que, Roland, tu peux nous mettre un peu à jour sur l'état de l'art en matière de puissance de calcul et d'intelligence artificielle rapidement, parce que c'est un sujet inépuisable. Mais... Alors c'est un sujet d'une part qui est inépuisable parce qu'il avance très vite. D'autre part, j'en suis quand même pas spécialiste, donc je fais ça comme quelqu'un qui suit un peu les affaires et qui le suit du côté du scientifique, qui, pas moi directement, mais enfin assez indirectement, mais quand même probablement plus que vous, utilise des gros calculateurs et éventuellement des grosses sources de mémoire. Notamment pour des simulations numériques qu'on utilise en physique en général, mais singulièrement en astrophysique. Alors pour vous donner une idée, déjà, dans les unités, c'est toujours intéressant d'avoir des idées dans les unités, parce que ça permet
idée de stockage de mémoire, par exemple, de puissance de calcul, de nombre d'opérations qu'on fait par unité de temps. Ça donne, voilà, ça va permettre de quantifier un peu cette loi de Moore dont tu parles, le fait que la puissance, alors avec un terme qu'on pourrait définir, qui n'est pas tout à fait la puissance que les physiciens, les puissances des moyens de calcul augmentent. Le centre du CERN, vous connaissez le CERN, il y a le LHC, le Large Hadron Collider, qui fait des collisions de particules à très très haute énergie et qui, observant les débris, ont déduit des tas de trucs intéressants, dont par exemple l'existence effectivement de la confirmation de l'existence du boson de Higgs. La zone de stockage du CERN, elle dépasse la vingtaine de pétaoctets. Alors un pétaoctet, c'est 10 puissance 15 octets. Vous êtes habitué aux gigaoctets maintenant. Moi, quand j'étais petit, j'ai joué avec un TRS-80 qui avait 8 kilooctets de mémoire extensible à 16. 8 kilos extensible à 16, c'était oh yes, on peut faire 16 les mecs. Bon, ça c'était parce que je suis un peu ancien. Et puis il y a des très anciens, alors ça n'existait même pas. C'est des cartes perforées, des cartes en carton perforées. Donc le pétaoctet, c'est 10 puissance 15 octets, ça veut dire, vous êtes habitué aux gigaoctets, c'est trivialement, on achète des gigaoctets, même des téraoctets, hein. Les disques durs, maintenant, standard externe, c'est un téraoctet, un téra, c'est 10 puissance 12, 1000 milliards d'octets, et donc le pétaoctet, c'est 1000 téraoctets. Et donc le CERN, ils ont 20 fois ça, 20 fois 1000 téraoctets, et accessible assez rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à faire circuler, et à stocker. Et ça, c'est 20 pétaoctets de stockage, de stockage juste pour discuter quand on fait l'expérience. Puis après, il y a le stockage de masse. Le truc, vraiment, on veut les garder longtemps. Alors là, c'est encore bien plus que ça. Et pour vous donner une idée, un pétaoctet, en gros, c'est la limite à partir de laquelle vous pourriez, avec une caméra vidéo standard, comme cette petite caméra qui nous filme ici, donc avec une caméra qui a déjà une bonne qualité numérique, des belles images, vous pourriez filmer votre vie intégralement de votre naissance, du moment exact où vous apparaissez au monde humain normal, et au moment exact où vous êtes mis dans votre tombe, typiquement entre 80 et 100 ans, mettons 100 ans pour faire rond et pour vous être favorable, ça fait un pétaoctet en gros. Le film intégral de votre vie, c'est un pétaoctet. Donc, quand on commence à avoir des pétaoctets, c'est donc on commence à stocker l'équivalent, alors c'est d'autres choses que ces genres de choses-là, que ces idées-là qu'on met dans le CERN. Et voilà, on peut stocker une vie humaine entière, chaque seconde, hein, je dis bien chaque seconde, tout, quand vous dormez, tout, quoi que vous fassiez, c'est filmé, c'est un pétaoctet. Et ça, c'est le CERN, et le CERN, ils sont forts. Et le CERN, le web, hein, c'est le World Wide Web, ça vient du CERN, hein, donc c'est une invention qui vient de la science. Et mais évidemment, les data centers de Google, les data centers de Amazon, les data centers énormes, de la NSA, etc., c'est des centaines de pétaoctets, d'accord? Donc on peut déjà commencer à stocker dans des mémoires qui prennent pas mal de place, mais toujours à peu près le même volume, et il y en a de plus en plus dedans. C'est ça où ça change, c'est que quand on voit le premier stockage de masse, c'est une grosse armoire qui contenait 1 mégaoctet, c'était le truc absolument délirant dans les années peut-être 55 ou 60, et c'était une armoire, mais maintenant dans la même armoire, on met facilement un pétaoctet dans une armoire un peu plus grande. Donc ça, c'est pour les stockages de masse, et pour les puissances de calcul, on est en train d'arriver dans les calculs scientifiques, ce qu'on appelle les calculs de taille hexaflopique, en termes en jargon. Hexa, c'est 10 puissance 18. Le flop, c'est le floating operation per second, c'est-à-dire une opération sur un nombre réel, une opération sur un vrai nombre avec plein de virgules, plein de nombres, plein de virgules par seconde. Et on en fait 10 puissance 18 par seconde. Voilà, ça c'est les générations d'ordinateurs qui arrivent. 10 puissance 18 par seconde. On estime que le cerveau humain ne fait pas de calcul, mais on voit les choses, on agit, tout se passe bien, on n'a pas le droit de faire des calculs, mais la puissance de calcul équivalente à un cerveau humain, c'est d'ordre de 10 puissance 20 octets, flop par seconde, 10 puissance 20 flop, 10 puissance 20 opérations par seconde. C'est pas ça qu'on fait en pratique, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'on fait, mais pour voir nos images, pour reconnaître tout ça, voilà, on estime à peu près 10 puissance 20. C'est-à-dire qu'il reste qu'un facteur 100, alors si on double tous les, mettons, 18 mois, pour faire 100, il faut 2 puissance 5, c'est 32, donc il faut 2 puissance, combien 2 puissance 7, voilà, c'est ça, parce qu'elle est beaucoup plus vite que moi, 2 puissance 7, donc il faut 7 fois un temps de doublement, 18 mois, 7 fois 18 mois, genre, allez, on vous le fait à la louche, une grosse dizaine d'années, et puis c'est marre. Voilà d'où vient le... Voilà, on va arriver à quelque chose qui aura l'équivalent de puissance de calcul du cerveau. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi faire? C'est-à-dire, pourquoi le Deep Blue a réussi à battre Kasparov aux échecs? C'est pas parce que Deep Blue est un super champion d'échecs, c'est que parce que Deep Blue fait des zillions d'opérations par seconde, et qu'il a brutalement examiné des zillions de possibilités, en ayant un algorithme qui permet de donner une note à chaque possibilité. Il prend la possibilité le coup qui donne la meilleure note finale, il prend ce coup-là, il dit ben voilà, à Kasparov, je joue ça. Kasparov, il ne calcule pas des zillions d'opérations par seconde, mais il sait, évidemment, il joue aux échecs plutôt bien, il regarde la zone, il réfléchit un peu, il dit poum, allez, je fais ça. Donc lui, ça lui prend un temps beaucoup plus court, c'est pas une opération de calcul qu'il a faite, mais néanmoins, son cerveau a été utilisé.
il se fait battre par la machine qui a une brute force, aucune intelligence, zéro, juste un algorithme qui note les positions et qui teste des positions, des zillions de positions par seconde. Plus des bibliothèques d'ouverture pour aller très vite, et des bibliothèques de clôture, enfin des bibliothèques de fin de partie pour aller vite aussi. Donc c'est pas parce qu'on est très puissant qu'on est très intelligent, mais on peut battre le cerveau humain sur des tâches très spécialisées, par exemple jouer aux échecs, ou jouer au poker. Il y a un programme de poker qui bat les humains. Pourtant c'est un jeu de hasard, le poker, ou au backgammon. Il y a des programmes qui battent les humains systématiquement, alors que ce sont des jeux de hasard et d'optimisation. Donc il faut être capable d'optimiser à chaque coup, de gratter la petite virgule de probabilité pour que ça se passe bien. Donc on a des moyens de calcul et de stockage délirants, qui vont être de pire en pire, parce que ça se stocke de mieux en mieux, donc c'est du délirant. Bon, c'est pas très sûr qu'on arrive à faire un cerveau humain, c'est pas écrit dedans pour l'instant. Alors je laisse ça pour la suite de la discussion, pour l'instant, pour pas prendre trop long. Mais voilà, donc on est dans une étape vraiment où techniquement, c'est absolument incroyable. Et moi, je vois l'accélération. D'ailleurs, je vous disais, c'était 8 kilooctets extensible à 16, 8000, et on est à maintenant, à, disons, pour faire 8, 10 puissance 15. Donc ça veut dire 8000 milliers de milliards. Voilà. Donc on a gagné, dans l'échelle de ma vie, même pas, beaucoup moins que ça en fait, depuis que je suis ado jusqu'à maintenant, on a gagné un facteur 1000 milliards dans le stockage et la puissance de calcul des ordinateurs. Voilà, c'est un peu sidérant, je vous comprends. Moi-même d'ailleurs. Ok, très bien. En fait, j'ai oublié dans la présentation de Sylvie de dire ce qu'elle faisait dans la vie aussi. Elle est professeure en sciences de l'information, et donc peut-être justement la question de qu'est-ce qu'on fait avec toute cette puissance. Oui, j'étais en train de me dire en écoutant Roland que bon, je peux pas parler ici en tant qu'auteur de science-fiction parce que il est d'abord très difficile de traiter de sujets qu'on connaît un peu sérieusement scientifiquement. On a plus de mal à lâcher notre imaginaire. Donc je vais un peu prendre une casquette d'informaticienne repentie qui fait du traitement de l'information. Là, alors, l'exemple de Roland, c'est un très bon point de départ à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que on est en train de traiter des masses de données de plus en plus volumineuses, on est en train d'utiliser des modes de traitement de plus en plus complexes, mais pour aller vite, quand on parlait de l'inquiétude liée à la singularité et de son éventuelle obsolescence, on envisage habituellement la singularité comme l'émergence d'une forme d'intelligence différente de la nôtre et non compréhensible, et qui a priori aurait des intentions qui pourraient être, sinon malveillantes, du moins complètement incompréhensibles de notre point de vue. Je pense que cette inquiétude est obsolète, non pas parce que ça ne se produira jamais, mais parce que ça s'est déjà produit et qu'on oublie d'y réfléchir très souvent. Mais aucune forme d'émergence n'a émergé, et c'est ça qui est complètement paradoxal. On a actuellement, du point de vue du traitement de l'information, les gros domaines de recherche, c'est par exemple le big data. Le big data, vous en avez entendu parler, il s'agit d'accumuler des quantités phénoménales de données brutes qui, prises indépendamment les unes des autres, ne sont pas significatives, mais qui, lorsqu'on les rassemble d'un point de vue statistique sous des formes monstrueusement énormes, finissent par pouvoir faire émerger des tendances, si on les exploite avec des algorithmes suffisamment performants, on dégage, disons, des tendances statistiques. Bon, ça a l'air bien anodin, mais ce qu'on est en train d'en faire, ça pose d'autres questions. Alors je vais prendre un exemple un peu plus quotidien. Moi, on m'aurait dit, il y a 15 ans, un jour tu vas te promener avec un petit appareil dans ta poche, si tu es paumé dans n'importe quelle ville. Je suis tout le temps paumé, moi, j'ai aucun sens de l'orientation. On m'aurait dit, t'auras un petit appareil dans la poche qui pourra te dire, t'as mal à la tête, tu veux trouver une pharmacie, et qui éventuellement le dira sous une forme vocale. La pharmacie la plus proche, elle est au prochain carrefour, à droite, dans la 2e rue. Ça m'aurait paru extraordinaire. Il n'y avait qu'un être humain, intelligent, comprenant le français et connaissant la ville, qui, dans d'autres circonstances, aurait pu me dire où trouver la pharmacie la plus proche. Il y a une petite machine qui peut le faire. Elle n'a absolument rien d'intelligent, cette machine, même quand elle s'appelle Siri et qu'elle est capable de vocaliser. C'est juste une machine qui a en mémoire toutes les informations issues des satellites qui permettent de cartographier la ville, toutes les informations d'origine commerciale qui permettent de situer des commerces et un certain nombre de lieux qui peuvent être intéressants pour une raison ou pour une autre. Et puis on brasse toutes ces données
et ça fournit un service intelligent. Mais il n'y a pas d'intelligence nulle part dans le service proposé. On est en train de perdre des quantités d'emplois, y compris des emplois qualifiés. On ne perd pas que des emplois peu qualifiés d'ouvriers. On commence à perdre des emplois qualifiés parce qu'on a des machines qui rendent des services intelligents en étant parfaitement stupides. Avant, lorsqu'on avait un voyage un peu compliqué à prévoir et qu'on allait à un guichet de la SNCF, on avait besoin d'un interlocuteur humain qui vous aidait à composer votre voyage en réfléchissant à l'endroit par lequel il fallait passer pour pouvoir avoir un train de nuit. Au moment de la nuit, c'est mieux si le voyage durait un peu longtemps. On avait besoin d'un conseil, d'une expertise. Maintenant, on est sur Internet, on a un système face à nous qui ne comporte absolument aucune trace d'intelligence, qui n'a aucune intention, mais qui nous rend un service qui a à peu près la même valeur. Je dis à peu près, bon, on pourrait discuter. Tout ça, c'est la même logique que celle du Big Data. Et le Big Data, parmi les structures qui sont extrêmement intéressées à utiliser cette masse de données, ben, il y a par exemple les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, à partir du moment où vous leur fournirez un certain nombre d'indications, rien qui ait à voir avec votre dossier médical, qui est couvert toujours par la confidentialité, on ne travaille pas sur des données personnelles, mais le simple fait de dire où vous habitez, quel âge vous avez et quelle profession vous exercez, pourra commencer à déterminer dans tel type de population à risque vous vous situez et influer bien évidemment sur le coût de votre police d'assurance. Dans un proche avenir, avec les mêmes données statistiques neutralisées, non nominatives, on va peut-être aiguiller des enfants de telle ou telle région, issus de telle ou telle famille, vers tel ou tel type d'études. Et moi, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est pas le fait qu'une intelligence émerge, c'est le fait qu'on a délégué à des machines un certain nombre de prises de décision ou de conseils ou d'expertise, et qu'elles le font sur des modes qui sont devenus tellement complexes, au sens où, si vous les décomposez, il y a plein de petits machins dedans, et que on ne comprend plus comment ça résonne. Il n'y a rien de mystérieux pourtant. Il y a une accumulation de petites choses toutes simples.